Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Joseph Mutaboba a été le représentant spécial adjoint, conjoint de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour et chef adjoint de l'opération hybride de l'Union africaine Nations unies. Avec cette nomination, Mutaboba a occupé, avant donc cette nomination, Mutaboba a occupé divers postes de haut rang, au Rwanda notamment, en tant qu'envoyé spécial du président de la République dans la région des Grands Lacs et en tant que secrétaire général des ministères des Affaires étrangères. Il a été représentant permanent du Rwanda auprès des Nations unies entre 1999 à 2001. Son poste le plus récent était celui d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies en Guinée-Bissau. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci. La première question que l'on peut se poser, comment peut-on interpréter l'expulsion d'un ambassadeur par un pays et quelles sont les étapes en diplomatie qui conduisent à une telle escalade? Merci. Nous avons noté le message du gouvernement congolais pour l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega. C'est dommage, mais c'est un gouvernement d'un pays indépendant qui peut prendre ses décisions quand ils veulent et comme ils le veulent, mais dans le processus diplomatique, il y a des procédures qui sont tout à fait reconnues et qui sont de pratique, qui sont de mise quand il s'agit des relations entre deux pays. Prendre une décision de l'expulser sans l'avoir même invité à s'expliquer ou son pays de pouvoir s'expliquer, c'est un manquement diplomatique, mais qui ne gêne personne, et encore moins au Congo, à ce que j'ai vu. Mais cela ne devrait pas amoindrir la valeur du fait. Plutôt, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Oui. Et la question, c'est de savoir quelles sont les étapes, normalement, qui peuvent, pour arriver au point d'expulser un ambassadeur d'un pays. Quelles sont les étapes? Je pense qu'il y a d'abord le rappel de l'ambassadeur dans son pays d'origine pour explication. C'est là on voudrait connaître un peu les différentes étapes qui permettent d'arriver à une telle escalade. Il y a d'abord une courtoisie tout à fait diplomatique. Le pays hôte, donc le pays où l'ambassadeur représente son pays, l'invite au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur un cas ou sur une action ou sur une politique, soit de l'ambassadeur, soit de son pays. Mais tout est un. Mais cet appel à s'expliquer, je crois que nous ne l'avons pas connu. Du moins, on ne l'a pas annoncé. Et ça, c'est déjà en torse à la procédure normale. La deuxième chose qui se fait, c'est aviser le gouvernement, le pays qu'il a mandaté, qu'il a envoyé, et le pays appelle son ambassadeur. Pratiquement, c'est ça que vous faites. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas invité et que son pays ne l'a pas appelé pour consultation, ça veut dire que c'est quelque chose d'irrégulier. C'est une surenchère qu'on puisse appeler pas très diplomatique. J'essaie d'être diplomatique. Merci beaucoup, ambassadeur. En prenant une telle décision qu'on peut qualifier d'unilatérale, une telle décision, sans au préalable passer par ces différentes étapes que vous venez d'énoncer, quel, selon vous, le message que Kinshasa veut faire passer? Bon, je crois que le message est très simple. C'est chercher une explication ou chercher plutôt à argumenter une position déjà prise. Ça, c'est ma lecture. Donc, s'ils ont déjà pris une décision pour dire, écoutez, le M23, c'est un mouvement rebelle, ça c'est un. Le mouvement rebelle qui est supporté allégeamment par le Rwanda, ça c'est une autre assertion. Alors, maintenant qu'ils ont deux assertions, ils doivent essayer de justifier et dire, écoutez, nous allons dans le sens là, il faut marteler le message pour dire c'est le M23,
terroristes, c'est le Rwanda qui appuie, même si on le sait, même si eux-mêmes le savent. Ce n'est pas le Rwanda qui se joue, non. Ce sont les Congolais. Oui, et quelles sont les conséquences d'une telle décision lorsqu'un pays décide d'expulser l'ambassadeur d'un autre État? Il y a des impacts des deux côtés. Un, c'est le côté diplomatique, parce que si un pays qui était représenté soudainement cesse d'être représenté par son ambassadeur ou son chargé d'affaires, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine rupture de communication. Donc, il n'a pas d'agent communicateur. Et ça cause des problèmes comment vous appelez ça, d'apaisement. Parce que quand on se parle, on apaise, on baisse le ton, ou on le hausse, ça dépend. Mais quand vous haussez et que vous baissez, il y a toujours une recherche d'entente. Donc garder des canaux de communication. Garder des canaux de communication, c'est très important. Oui. Donc si cela est fait, ça veut dire que vous cachez ou vous coupez des canaux de communication et ce n'est pas bon. L'autre conséquence, l'autre impact qui est très important aussi, c'est la vie socio-économique des peuples qui sont représentés. Et surtout, pour des pays comme le Rwanda et la RDC, ce sont des pays voisins où nous avons des interactions entre les populations frontalières qui sont là, journalières, historiquement, bien avant que la colonisation arrive, etc. Donc c'est quelque chose qui arrive chaque jour, ces interactions, il y a des gens qui vivent de ces interactions. Ça va avoir un impact pas très positif du tout sur la vie et le mouvement de ces populations. Justement, c'était la toute dernière question que je comptais vous poser. Des Rwandais vivent au Congo et vice-versa, des milliers de Congolais vivent aussi ici au Rwanda. Cela ne risque-t-il pas de créer beaucoup de problèmes quand on sait déjà, prenons l'exemple de la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Gisenyi, des milliers de mouvements de deux côtés. Les deux peuples ont besoin de vivre ensemble pour des échanges en termes de vivres et bien d'autres. Ce sont des peuples qui sont obligés de vivre ensemble. Les frontières ne seront jamais séparées. Quelles sont les conséquences probables pour ces personnes? Bon, les Congolais qui vivent ici au Rwanda, que ce soit à Kigali, que ce soit à Goma ou à Rusizi, ce sont des populations qui ne sont pas du tout ébranlées par tout ce qui se passe. Jusque-là. Ils n'ont pas été insultés, ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été mangés comme ailleurs. Donc, ça veut dire que les populations qui sont là attendent carrément qu'il y ait une solution pour que la vie continue. Et ils savent pertinemment bien, jusque-là, de par l'expérience, que leur vie continue sans aucun problème. Ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été agacés par quiconque, malgré les abus qu'il y a eu dans le passé vis-à-vis de Rwandais ou des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Alors, il y a des Rwandais qui se trouvent de l'autre côté de la frontière aussi, qui sont à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Kindu, à Lubumbashi ou ailleurs. En principe, ils ne devraient pas s'inquiéter. Mais le langage d'État, celui qui a été connu de par les médias et de par la voix des officiels congolais, il y a de quoi s'inquiéter parce que même si dans le communiqué que j'ai lu, on attribue les mots au président Tshisekedi, qu'il aurait demandé au gouvernement et aux membres du Conseil de défense de ne pas utiliser le langage de haine, etc. Je doute fort parce que cela, c'est une théorie qui a été faite bien avant, qui a été entendue. Mais les gens d'autant plus qu'il y a eu de précédents. Bien sûr, c'est à cela que je fais allusion. Oui. Donc, on est là. Je crois, à mon sens, je crois qu'en ce qui concerne les populations congolaises ici, il n'y a pas eu de problème, il n'y en aura jamais. Je connais bien mon pays, je connais bien comment nous nous comportons et ce que nous voulons vis-à-vis de l'Afrique. Si
au Congo, on s'inquiète de la part de citoyens congolais rwandophones et de citoyens rwandais qui vivent paisiblement, qui contribuent à l'économie de ce pays voisin, ça serait malheureux qu'il y ait une perturbation de leurs activités socio-économiques et autres.